Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Dimanche 16 octobre 2022, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité pour lequel ce dimanche, je reçois pour vous Louis Akani. Il y a cela 1 an et demi que je suis après lui pour qu'il vienne sur ce plateau. Il a enfin accepté d'être là ce matin. Il est colonel des forces armées béninoises à la retraite. Il est acteur politique. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Durant sa carrière de militaire, il a été directeur des renseignements militaires. Pendant plus de 10 ans, il a été observateur des Nations Unies. Il a connu les théâtres de la RDC, du Tchad, de la République de la Centrafrique, du Libéria et de la Sierra Leone. Il a été officier de liaison et chargé de mission du représentant durant ces différents théâtres préénoncés. Il en est sorti avec 12 médailles des Nations Unies. Précisons qu'il a été conseiller du commandant des forces des Nations Unies. Bonjour à vous, colonel Louis Akani. Bonjour, M. Kadir. Merci d'avoir accepté enfin l'invitation. Merci, oui, il le faut quand même. C'était pas facile de vous avoir. Non, si. Bon, c'était pas évident, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait beaucoup de contraintes. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour de la gouvernance du Bénin. Ça fait un moment que Louis Akani s'est prononcé sur la vie politique béninoise. Nous parlerons de l'animation de la vie politique et nous parlerons de la menace terroriste au regard de son parcours emblématique dans les forces armées. Il nous dira également ce qu'il pense de la menace terroriste et également de la lutte contre cette menace engagée par la République du Bénin. Bonjour à nouveau Louis Akani. Monsieur, bonjour. Alors dites-nous, depuis avril 2016, le Bénin est dirigé par Patrice Talon. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Alors, en tant que candidat, vous avez eu un projet de société. Quelle appréciation portez-vous aujourd'hui sur la gouvernance que fait Patrice Talon du Bénin depuis 2016 à nos jours? Bon, je vous remercie. Vous allez me permettre de vous inviter à remonter un peu en arrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre directement à partir de 2016. Non, non, non. Parce que nous, on est né avant 60, donc il faut remonter un peu avant. Parce que pour expliquer un peu ce qu'on a compris et comment les choses se sont passées. Donc, en 60, on a eu le premier président, Hubert Maga, directeur et instituteur. C'est bien. Et cela se comprenait. Donc, autour de lui, il y avait des élèves. Je vais parler de nos parents qui accompagnent l'instituteur. Vous voulez dire qu'il a dirigé le pays tel un instituteur et une salle de classe, c'est ça? Non, pas du tout. Pas la salle de classe, mais autour de lui, il y avait beaucoup d'élèves qui l'accompagnaient, qui ont compris un peu ses pensées, je veux dire. Mais ce n'était pas tel qu'on l'aurait souhaité à l'époque. Mais ça se comprend puisque nous étions au début de l'indépendance. Et avec les populations un peu moindres quand même. C'est-à-dire que quand on doit comparer par rapport à aujourd'hui, il y a une nette différence. C'est là où je vais en venir en fait. Alors donc après Maga, courant Maga, nous avions eu les monstres à 3 têtes.
Le monstre à trois têtes. Oui, que nous appelons Hubert Baga, à Omaligbe et à Piti. Donc, tout ça c'était bien, mais il est un peu difficile de lire trois chefs d'État, trois chefs à la tête d'un pays. Donc ça fait un peu désordre, hein, si vous voyez ça. C'est le désordre complet. Donc, ça, on ne peut pas développer un pays dans ces conditions. On a eu beaucoup de problèmes, il y a eu assez de problèmes d'ailleurs, pour son émancipation, pour son développement et pour ses avancées. Ça, il faut le dire, reconnaître. Bon, nos anciens dans l'armée ont eu l'initiative de les déposer tous. Là, vous faites allusion au général Mathieu Kérékou? Oui, bien sûr. Le général Mathieu Kérékou, à l'époque commandant, il les a tous déposés. Donc, la vision était claire. On devait relancer le pays sur de nouvelles bases. Mais le général, lui, il est venu. C'est l'armée qui était aux commandes. Mais on a pu maîtriser une situation. Ils ont pu maîtriser une situation. C'était d'amener l'accalmie politique pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce qui se passait. Mais il s'est fait que la politique du général, c'était la politique marxiste, vous comprenez bien. Que là, on a beaucoup chanté. Hein. On s'égosillait. Marxiste, léninisme, ça criait dans tous les sens. Et pour la révolution, tout ce que vous connaissez, mais c'est bien. C'était pas mauvais. Ouais, ça, c'est la mobilisation patriotique. Mais c'était acquis. Tout le monde était acquis à la cause. D'ailleurs, c'est cette acquisition que nous devions mettre à profit de notre État, de la nation, pour accompagner toute politique qui devait arriver. C'est comme ça. Le développement, c'est comme ça. Personne ne doit se mettre en marge de cette politique. Donc le général, lui, il a essayé de ramener tout le monde à la case, et puis ça travaillait. On a beaucoup travaillé. Et avec beaucoup de difficultés également. Oui, et pour le général, il y a eu Boniaï. Oui, on a eu Boniaï, qui aussi est venu, il a fait ses preuves. Mais à ce niveau, on peut vous dire que Boniaï, bon, parce qu'on a dit banquier, mais il a eu tous les moyens, mais il a manqué un peu de gestion de la chose. Oui, il n'a pas eu la maîtrise de la gestion des hommes, et ça a manqué. Oui, si bien que il est passé un peu à côté, si je peux le dire. C'était le constat. Il est quand même flagrant. Il n'a pas mal fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Après, les avant Yahi, vous avez connu aussi le président Soglo, très ambitieux, accompagné son pays. Il a fait aussi ce qu'il pouvait faire. Il a fait un mandat, il est parti. Mais ceci a ouvert la voie, la porte, les yeux à tout le monde pour comprendre que oui, chacun pouvait s'y mettre et accompagner le développement de son pays. Donc c'est ça. Alors, donc je reviens sur Boni Yahi, qui nous a conduits jusqu'en 2016. Et on a eu, dans la continuité de l'administration, on a vu le président Baptiste Tralon, vous savez, qui nous a un peu surpris quand même. Il nous a surpris parce que, au départ, on trouvait qu'il n'était pas en mesure de faire le travail, parce que ce n'est pas possible, parce qu'il faut un homme politique. Non, il n'y a pas d'homme politique. Un homme comme lui, il était vraiment à la hauteur. Alors, je vous laisse seulement de voir, de 60 à nos jours, la différence. On sait ce qui a été fait en 60, à 2016. Jusqu'en 2016, oui. Oui. Vous avez vu les grandes différences. Aujourd'hui, Talon, il ne fait que 6 ans. En 6 ans, on a vu comment il s'est débrouillé, comment il a fait. On ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir, mais quand même, je crois qu'il s'en sort bien. Il s'en sort bien, même si tout n'est pas parfait à 100%, ce qui m'étonnerait quand même. Mais il a fait de grandes avancées que nous devions apprécier, approuver, et encourager surtout. C'est l'analyse que moi je fais de la situation. Il faut encourager. Lorsque vous parlez de grandes avancées, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Mais il a d'abord entrepris des réformes. Dans tous les domaines, il continue. Alors, si on tient compte des réformes initiées, je crois quand même qu'il a amélioré beaucoup de secteurs, il a repris beaucoup de choses, et on nous a empêché, en fait, il a été empêché beaucoup de pratiques anciennes que nous avions,
Ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous parlez de pratique ancienne, vous faites allusion par exemple à quoi? À la lutte contre la corruption Bien sûr, tout naturellement, cela ne peut pas se faire sans la corruption. Donc, il a serré les choses, il a repris les choses en main, donc c'est le commandement qui a repris en main, et on ne peut pas ne pas en parler, parce qu'on constate la différence sur le terrain. On le voit dans les interventions, dans la vie publique, on voit un peu de tout, le changement qui suit. Alors, moi, je crois que, on dit souvent, on ne peut pas réussir toujours toutes les missions, mais quand même, il a fait de gros efforts pour nous amener à ce stade. C'est à encourager, monsieur, c'est ce que moi je veux dire. Voilà. Alors, est-ce que, selon vous, il y a eu des reculs? Recul. Notamment sur les questions d'état de droit, de démocratie, parce que la plupart des gens qui parlent du régime Talon estiment qu'il y a eu des reculs sur le plan de la démocratie, de l'état de droit. Oui, ça dépend de l'analyse que vous faites de la démocratie vous-même, parce que quand on quittait le système révolutionnaire, aller vers la démocratie, on disait oui, on nous a dit que la démocratie c'est la liberté à tout, tout est permis, tout peut se faire, tout peut être entrepris sans contrôle, sans ceci. C'est comme ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur qu'ils avaient tuée. Donc, quand vous parlez de recul, vous voulez dire qu'on a reculé, on est revenu en 60, ce qui m'étonnerait. On a évolué, puisque moi j'ai eu, ça fait 30 ans, j'ai terminé ma carrière et je suis parti. Moi je trouve que j'ai eu une avancée dans ma carrière, dans mon parcours. Et donc je ne peux pas parler de recul. On avance. Et en plus, il faut reconnaître que c'est de génération en génération. Nous, on a fait notre parcours. On continue d'aller de le faire, ce n'est pas terminé. Mais, oui, bien sûr. Mais il faut préparer la jeunesse pour la relève. La jeunesse de la République. La jeunesse de demain. Mais si vous ne le donnez pas, vous ne tendez pas la main pour leur dire ce qu'il doit faire, je crois que ça va rater. Mais ce qui n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Donc, je veux dire que tout le monde évolue. Tout le monde évolue dans le même sens. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas satisfait, vous comprenez, donc il y a de quoi. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais dans l'analyse, dans la logique, on voit quand même qu'il y a une avancée, il y a des avancées, et à tous les niveaux. Voilà, c'est le constat. Même sur le plan de l'état de droit également, il y a des avancées selon vous? Bon, vous savez, nous sortons d'une situation révolutionnaire. Alors, et si vous voyez, on a fait des efforts, on passe d'étape par étape à des situations, c'est-à-dire à des évolutions. C'est ça. Bon, droit de l'homme dans ceci, mais tout le monde n'a pas été victime des situations. Mais on a constaté des situations. Des situations, et il peut y avoir des erreurs, ça c'est clair, il peut y avoir des erreurs. Et dès lors on constate qu'il y a erreur, il n'y a pas de mal, on peut les corriger. Donc on évolue. Après avoir nettoyé le tableau, on évolue, il n'y a pas de raison. Donc dire qu'on a reculé par rapport à ça, je crois quand même que ça peut se corriger pour continuer la marche. Donc continuer la marche. Alors on a comme l'impression, pour ne pas dire, pour être plus précis, que vous êtes éclipsé de la vie politique béninoise. Pourquoi? Non, je ne me suis pas éclipsé. Je suis là, j'observe. Mais on vous sent plus comme par le passé. Vous voulez que je me mette dans la coupe, vous mettre à danser? Pour dire que je suis présent, je suis ça, non. J'observe et tout se passe bien. Et si ça va, il n'y a pas de raison, je n'ai pas de mots à prononcer, je n'ai pas à me prononcer trop, parce que le plus important se fait déjà. Ce n'est pas moi qui vais entrer dans la danse pour dire que je vais corriger quelque chose. Non, je ne crois pas. Et ça se passe bien. Alors aujourd'hui, Louis Akani, vous êtes partisan de Patrice Talon ou sympathisant ou vous êtes un opposant à Patrice Talon? Je ne suis pas opposant à Patrice Talon. Je reviens de loin. Je ne peux même pas être opposant à Patrice Talon. Parce que si je dois vous faire le point, ce que j'ai connu avec le président Patrice Talon, franchement, je ne peux même pas être opposant à lui. Ça, c'est vrai, je ne peux pas. Mais je l'accompagne. J'ai le devoir de l'accompagner pour l'intérêt de mon pays. Oui. Je suis un partisan pour l'accompagner dans ma mission. Alors, lorsque vous dites que vous voulez l'accompagner, cet accompagnement se fera par quel procédé? Vous parlez d'eux? L'accompagnement de Patrice Talon, comment vous allez le faire? Comment vous le faites? Mais l'accompagnement, s'il y a quelque chose qui ne tient pas,
Mais vous avez le devoir de vous rapprocher pour lui dire, bon, ah, monsieur le président, je crois qu'il serait souhaitable que l'on fasse ceci, que vous fassiez cela, et que ça permette au pays d'avancer, de continuer dans son développement. Alors, la palissade au Bénin, votre proximité d'alors avec l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle 2016, Lionel Zinsou. Alors, est-ce que les liens sont demeurés les mêmes et quels sont vos rapports aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la posture politique de ce dernier à l'endroit du régime Talon? D'abord, merci bien pour votre question. Vous savez, lorsqu'il s'agit de construire un pays, de développer, même si ce n'est pas pour vous-même, c'est pour le devenir des enfants, l'avenir des enfants, leur bien-être, tout ce que vous voyez, tout ça pour accompagner, pour ne pas qu'ils soient en difficulté demain, pendant que vous n'êtes plus là. Vous voyez, il faut continuer, il faut la suite. Mais ce n'est pas tel que vous êtes en train de le dire, non. J'ai connu Lionel Zinsou, c'est vrai, nous avions fait la politique ensemble, ça c'est bien. Mais vous avez oublié que dès que moi j'ai rallié le président Talon en disant que faire de la politique, chasser Talon du pouvoir n'était pas un projet de société. Ça veut dire quoi? J'ai eu le temps d'analyser, de voir jusqu'où... Et pourquoi vous avez sorti cette assertion à l'époque? Pourquoi vous estimez que chasser Patrice Talon du pouvoir... Oui, parce que cela n'aurait pas de sens. Cela n'aurait pas de sens. Nous étions en campagne, j'ai dit mais non. Nous avions entre 2016, 17, 18 et 19, vu ce qu'il a déjà fait. Et on a vu l'engouement, on a vu toute la volonté qu'il a mise pour pouvoir sortir son pays de cette difficulté. Encore qu'il a un projet, il a un engagement vis-à-vis du peuple. Il a un engagement, et on a vu la sincérité dans ses actions. Je crois qu'il y a du sérieux. Mais je vous invite, c'est pourquoi je vous invite à remonter jusqu'en 60, jusqu'à 72 et voir tout ça là. Et remonter jusqu'à une date récente, 2015 ou 16, pour voir vraiment que le monsieur, il est venu, il a promis, il est en train d'entreprendre quelque chose. D'où je l'ai dit. Donc il ne s'agit pas de le perturber, il s'agit de l'accompagner dans sa mission. Parce que ce serait dans l'intérêt de tous, voilà, et de nos enfants. Alors par rapport à Lionel Zinsou, vous êtes en train de parler? Pardon? Par rapport à Lionel Zinsou? Oui, par rapport à Lionel Zinsou, mais c'est que je ne regrette pas, j'ai travaillé avec Zinsou, nous avions fait un but, mais son mentor n'avait pas vu un aspect en lui, c'est-à-dire Zinsou n'a pas fait le Bénin, il ne connaît pas le Bénin, mais c'est un Béninois, ça c'est important, on ne va pas le lui dénier. Mais il ne connaît pas, mais il a d'énormes qualités, c'est-à-dire que chef du gouvernement, Premier ministre, tout ça, il connaît bien les dossiers, il sait quand même comment s'y mettre ou s'y prendre. C'est pourquoi je dis qu'il fallait quelqu'un, il faut connaître bien le Bénin pour le diriger. C'est ça. Bon, c'est la différence qu'il y a eu entre le président Talon et lui. C'est pas qu'il est mauvais, mais politiquement, je crois qu'il ne pourrait pas y arriver parce que le Bénin, c'est un petit pays, mais assez grand. Est-ce qu'il peut être davantage utile au Bénin, Lionel Zinsou? Oui, Zinsou, il n'y a pas de raison. Oui, il peut être beaucoup utile au Bénin pour accompagner un bon fils, un bon patriote. Il peut accompagner, se mettre dans la course et donner un coup de main au gouvernement dans tous les domaines. Tant que c'est la volonté, s'il veut, il n'y a pas de raison. Et il vient. Est-ce que vous continuez d'échanger avec Lionel Zinsou? Si oui, bon, ça fait un moment, parce que ça vient, on ne coupe pas dans tous les sens. Oui, mais s'il vient, il n'y a pas de raison, on aura l'occasion d'échanger. Et puis, encore que, à son passage, il n'a pas hésité de se prononcer en disant que le président Talon était en train de faire du bon travail. Donc ça c'est honnête et qu'il faut saluer. C'est honnête et il faut saluer. Oui. Alors, les élections législatives pointent à l'orée. D'ici quelques mois, nous aurons les élections législatives pour élire les députés de la 9e législature. Alors, en tant qu'acteur politique, dites-nous quelle est votre appréciation de l'ambiance qui règne avant ces élections-là? On constate qu'il y a une bonne ambiance. Vous avez vu les gens déjà se battre pour ça? Non. Il y a une bonne ambiance, tout se passe bien, tout se prépare bien. Et je crois que c'est comme d'habitude, les élections que nous avons connues. Et là où il y a erreur, on rectifie, et puis on permet aux uns et aux autres de se mettre en lice pour aller aux élections, pour organiser les élections, jusqu'à se retrouver
comment on appelle, au Parlement. C'est bien, il n'y a pas de raison, le gouvernement le fait bien. Il faut encourager. Il faut vraiment encourager parce que nous ne sommes pas, on n'est pas une démocratie, comment on appelle, assez si mûre. Il faut bien du temps pour y parvenir. Il y a des erreurs en tout, mais pour le moment, on corrige les erreurs et puis on évolue. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes partisan du président Patrice Talon, vous approuvez tout ce qui est fait, que vous êtes retrouvé dans sa gouvernance, mais la plupart des gens qui se sont retrouvés dans la gouvernance de Patrice Talon, même s'ils ne l'avaient pas soutenu au départ, ont décidé d'adhérer à l'Union progressiste Le Renouveau ou à l'Union progressiste d'alors, ou peut-être au Bloc républicain, ou peut-être au mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, ou encore à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Alors, vous, Louis Kani, pourquoi vous n'êtes pas encore membre d'un parti politique ou d'une formation politique soutenant Patrice Talon? Merci bien encore, parce que je comprends bien, je vous comprends. Et il n'est jamais tard de bien faire. Je ne renonce à rien, tel que vous le constatez, mais moi je prends toujours le temps de bien observer, je suis un observateur, vous savez, de bien observer dans ma démarche, les objectifs, avant de me prononcer. J'aurai le temps et j'aurai l'occasion. Et ce n'est que pour se prononcer, non, mais déjà, vous reconnaissez déjà qu'il n'y a pas de différence entre se prononcer et être déjà partisan dans quelque chose. Donc, messieurs, je crois que... Donc, le moment venu, vous allez vous prononcer. Vous aurez l'occasion de le constater. Nous aurons l'occasion de le constater. Alors, la réforme du système partisan, c'est elle qui a consacré la création de grandes formations politiques. Et cette réforme-là, elle a fait couler beaucoup d'encre de salive et continue d'alors, puisque nous observons des migrations de part et d'autre opportunistes. Cette réforme-là, selon vous, est-elle bien pensée, la réforme du système partisan? Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de son applicabilité? Je vous invite aussi à une rétrospective, c'est-à-dire, vous voyez un peu. On n'avait pas eu ça. Oui, allez-y. On n'avait pas eu ça. Et on s'est lancé dedans. On s'est lancé dedans. C'est applicable. Si ce n'est pas applicable, mais c'est simple. Et chemin faisant, on peut corriger des choses. S'il y a erreur, vous revenez en arrière, vous rectifiez et vous relancez la balle. Je crois qu'on finira toujours par trouver la porte de sortie. La porte de sortie, c'est la retrouver. Donc, on ne peut que s'exercer et traverser tous ces moments et se retrouver avec une démocratie en fait, très bien fiable et applicable. Mais est-ce que selon vous, cette réforme a résolu des problèmes? Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes à 100%, mais ça résout beaucoup de problèmes aussi. Lesquels selon vous déjà? Vous imaginez que nous avions eu le nombre de partis que nous avions eu sur le terrain. Vous avez vu? Et c'est quand même un peu trop, Et c'est là, moi, je dis, ça fait désordre. Ça fait un peu désordre. Pour un pays comme le nôtre, ça fait un peu désordre. Mais on ne trouve pas d'inconvénient à rallier ou à se mettre dans un parti ou bien dans ce... Non, c'est bien, c'est beaucoup plus organisé. On sait, et tout le monde est dedans. Et la porte n'est pas fermée, vous y arrivez et puis on vous prend. Vous avez le choix, où vous allez à gauche ou à droite, là où vous voulez, tel que cela, vous le sentez, ou vous le pressentez, vous êtes libre, vous êtes libre d'y aller. Donc ça résout un problème par rapport à nos débuts de la démocratie en 90, où c'était chaque citoyen avait un parti, ce qui n'est pas bon. Parce que, comment vous pouvez construire un pays quand chacun vient avec son idée? Maintenant, quand vous avez une idée, vous la mettez dans le panier, on en discute, vous voyez, il y a des concertations au sein des partis, mais c'est beaucoup plus organisé que par le passé. Et ça, c'est le constat, il est là, vous aurez l'occasion. Si vous ne l'avez pas vu, mais nous, on peut le dire, c'est ce que nous avons connu. C'est ce que vous avez connu. Alors, aujourd'hui, les élections législatives sont à l'orée. Quelles sont vos espérances pour ces élections-là? Qu'est-ce que nous espérons? Vos espérances, oui. Les espérances, c'est qu'on aura de bons députés, dignes, respectables, respectés, tout ça. Mais surtout, le Conseil, il faut trouver des députés cadres, c'est-à-dire qui peuvent vraiment accompagner et qui comprennent réellement le développement et voir ce qu'il faut faire en temps opportun. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir pour écouter les autres.
oui, il faut apporter sa contribution, hein, son grain de sel, et travailler, c'est tout. Parce qu'on a comme l'impression, quand que certains y vont, bon, c'est pas... Moi, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça, ça travaille, et puis voilà, vous aviez la chance d'évoluer. Ça travaille. On a besoin de cadres qui comprennent bien la chose, on a besoin d'hommes qui sont à la hauteur, qui sont en mesure d'assumer. Il ne s'agit pas de dire, bon, tel a dit, bon, l'autre a dit, non, c'est pas ça, ça travaille, et puis ça développe le pays. Oui. Ça développe le pays. Oui. Alors, lorsque vous le dites ainsi, quel type de député, comme le dit tout à l'heure, vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des spécificités? Non, mais tout ce que je veux demander, si déjà, le tout n'est pas de parler français, il faut faire la différence entre les choses. On a besoin de cadres dans tous les domaines, et que ces cadres arrivent là-bas et sortent les problèmes réels, les difficultés du pays, les exposent, et qu'on en parle, et qu'ils en parlent. C'est ça qui peut permettre le développement et puis des avancées. Mais si vous arrivez là-bas et qu'on ne sait même pas ce pourquoi vous êtes arrivé, vous voulez vous asseoir pour regarder les autres parler, ça ne sert à rien. Donc on a besoin de cadres pour accompagner le développement. Donc il faut bien s'appuyer sur les cadres. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, quelles sont vos ambitions politiques, Louis Akani? Ambition politique. Oui. Je n'ai plus. Mes ambitions politiques, c'est de voir mon pays uni. Et les générations futures trouvent aussi quelque chose de bien pour une stabilité, pour une insertion de chacun. C'est ça, c'est important, parce que si vous ne trouvez pas les solutions pour les futurs cadres, ça veut dire qu'on aura toujours des difficultés. Alors pour ça, intervenir, poser des problèmes, anticiper, faire en sorte que soient prises en compte les futures générations pour d'abord nous remplacer et continuer à tendre la main à d'autres personnes. C'est-à-dire c'est comme ça que ça peut se faire. Donc je crois que moi, mes sentiments, c'est ça. Parce que tant que vous ne faites pas ça toujours, le problème ne serait pas réglé. Donc il faut anticiper pour trouver, prévoir ce qui peut, comme l'a dit l'autre, la politique, c'est anticiper les choses. On est dans ce schéma et puis nous accompagnons le pays. Alors, j'ai une question un peu spécifique à vous poser. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous a motivé, puisque nous allons parler tout à l'heure de votre parcours au sein des forces armées, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à la retraite d'entrer en politique? Est-ce que vous avez des ambitions spécifiques lorsque vous avez décidé d'entrer en politique? Alors, ça, vous m'interpellez vraiment. Je suis allé en politique tout simplement parce que j'ai à mon actif plus de 10 missions des Nations Unies. Je dis bien plus de 10 missions des Nations Unies. J'en ai fait, j'en ai vu, j'en ai parcouru. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je dirais que aucun chef n'est élu pour se retourner contre son peuple. Ça, c'est pas possible. Ouais. Mais même si certains le pensent comme ça, mais c'est une mauvaise analyse. Tout ce que nous avons vu à l'étranger, dans les pays en guerre, n'est pas dû à un fait de hasard. Non. C'est parce qu'il y a des situations, il y a des crises, il y a des laissés pour compte, il y a beaucoup de choses qui entraînent toutes ces guerres. Et je dis toujours que la responsabilité de la guerre n'est pas incombée à la femme ni à l'enfant. Ouais. C'est les hommes qui les créent, qui sont à l'origine de ces situations, de ces crises. Mais le plus souvent, c'est l'enfant ou c'est la maman qui en pâtit. Alors, je vais vous donner un exemple déjà. Quand nous, dans un cadre, on voit un enfant qui a été sectionné au bras, ça c'était au Libéria, du coup, il ne peut pas aller à l'école. Tout est stoppé en lui. Les médecins ont essayé de le sauver. Mais lui, perdant toujours espoir, le jour où le médecin il rentrait sur le Bénin, c'est un Allemand qui rentrait sur le Bénin, et certains le savent bien, l'enfant court, il vient lui demander, Sir, are you going back
Yes, I'm going back. Il lui dit, my arm should going, is growing. Est-ce que son bras va pousser? Comment on peut répondre? On ne va pas lui dire non. On ne va pas lui dire oui. Il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots. Dieu est aux commandes. Donc, c'est vos expériences sur ce théâtre-là. Il n'a pas que ça d'ailleurs. Oui, Enterrer des gens vivants, faire des choses. C'est-à-dire aller agresser des gens, du jour comme de nuit. Mais c'est ça, nous avons connu. C'est ça. Mais eux, ils n'ont pas eu à anticiper sur certaines choses, tout simplement. Et la situation leur a échappé. La situation leur a échappé, et aujourd'hui, voilà, c'est des clans partout, des enfants en armes. Sinon, comment comprendre ça? C'était en RDC. On prend un enfant de 9 ans qui dit qu'il lui, il arrive, il dit qu'il est général. Et il met aux arrêts 4 colonels dans une salle. Vous dites, bon voilà, il les tient en respect, ils sont là. Oui, l'enfant, votre petit-fils vient vous mettre en arrêt pour dire que lui, il est général. Et vous êtes obligé quand même d'obtempérer à ces ordres, parce qu'à tout moment, il peut lâcher. Hein. Parce que lui, il ne connaît pas l'âme qui tient. Je ne sais pas. Donc, de négociation en négociation, grâce au général Muntaga, paix à son âme d'ailleurs, Feu Muntaga, qui est rentré en contact avec le général en se présentant général Muntaga. Voilà, je suis. L'enfant se retourne contre lui pour dire, moi aussi je suis un général. On ne connaît pas son parcours, mais le gars est devenu général. Un général de guerre. Mais tout à fait, mais il est devenu général. C'est très tôt, hein. En 8 ans, lui, il est devenu général. Et alors qu'il n'a que 9 ans. Donc, mais c'est pour vous dire tout simplement que ça fait école, ces genres de situations. Ça fait école, mais quel est votre état d'esprit lorsque vous vous retrouvez sur ce théâtre-là où les balles crépitent par-ci, par-là, vous avez des subalternes qui sont au front peut-être pour aller riposter ou peut-être pour repousser l'assaillant? Dans quelles émotions vous vous retrouvez en ces moments-là? Tout le monde se trouve dans la même situation. Ça tire sur vous, vous assumez. Vous prenez vos dispositions. C'est tout le monde. Personne n'est épargné. Dès que ça tire, c'est clair. Sur les bâtiments, oui, mais il y en a qui sont des boucliers, parce que vous êtes officier supérieur. Oui, selon des étapes, c'est pourquoi on déploie aussi nos soldats pour nous faire des reconnaissances sur le terrain. Et puis, on en tient compte pour déployer aussi le personnel pour sauver. Mais vous voyez, ça tombe même bien parce que les soldats qui y vont et qui ne reviennent pas, ça c'est des paix à leur âme, mais il faut qu'on tienne compte de leur situation, la situation de leur famille, des épouses, des enfants. Il faut qu'une loi soit prise en compte en leur faveur pour dire, mais non, vous allez en guerre, vous allez pour des opérations, et puis voilà, en cas de, voilà ce qui pouvait vous revenir, ce qui pouvait se faire, il n'y a pas d'espoir à perdre, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de fuite en avant. Non, non, non. Et il faut bien qu'on trouve des solutions pour ces genres de situations. Parce qu'il y en a. Hein, il faut une loi. Oui, pardon. Il faut une loi. Oui, il faut une loi pour ça. Oui, il faut bien une loi. Mais ça, il n'est pas difficile de trouver et de prendre une loi mais au profit des soldats, que ce soit policiers, gendarmes, que ce soit militaires, tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut négliger personne parce qu'ils sont pour la défense de la patrie. Ils y vont pour aider d'autres personnes là-bas. Et voilà des situations qui pouvaient arriver. Et quand ça arrive, il faut quand même qu'ils se donnent un dernier espoir pour dire, bon, et ça continue, mais mes enfants sont pris en charge, ils ont une couverture. Donc c'est comme ça, moi je vois les choses. Il faut noter forcément et on a besoin de militaires, 5 ou 10 personnes comme ça, c'est-à-dire que pour accompagner ces genres de choses. On parlait du Bénin, au Bénin au Bénin déjà, oui, pourquoi pas. On ne va pas attendre que... pour dire que ce qui se passe là-bas n'arrivera jamais ici. Nous aussi, on le voit. Au Bénin, prenons des lois qui couvrent nos compatriotes militaires, qui vont aux choses sur le terrain, sur le théâtre. Il ne faut pas attendre que ça arrive d'abord avant de prendre la loi. Non, prenons, parce que nous sommes un pays... Voilà que vous n'êtes pas membre d'un parti politique. Comment vous allez faire porter cette voix-là? Parce que les militaires en politique, ils se font rares. Non, ça peut se faire passer. Parce qu'on ne nous a pas interdit de parler quand même. Ouais. Mais je peux en parler
au général Fructueux Baguigui, qui en fait il y a beaucoup. Il en fait beaucoup, il faut encourager. Et c'est de ça qu'on a besoin. Fructueux Baguigui, il fait beaucoup pour notre pays. C'est à quoi que lui-même il est sur le front. Il est au front et puis il a pour accompagner ses hommes. Mais c'est comme ça. Justement, parlant de cette menace contre le terrorisme, comment vous avez, quelle appréciation portez-vous sur la riposte contre l'ennemi invisible? Vous ne suivez pas les événements sur le terrain, au Bénin? Mais l'armée béninoise repousse et puis elle est efficace sur le terrain. Parce que dès lors votre vie est engagée, vous êtes bien obligé de faire du bon travail. C'est clair. L'armée béninoise fait du très bon travail, mais grâce aux capacités et l'implication du chef d'état-major général que nous avons aujourd'hui, Fructueux Baguigui. Mais c'est bon. De l'autre côté aussi, sur le plan sécuritaire, il y a Soumaïla, chacun, on y apporte. Ils y apportent. Pas moi, mais ils y apportent. Nous, on parle, mais ils y apportent. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui. Alors, lorsque vous estimez que tout est bien fait, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des pistes de solutions, des contributions que peut-être vous, certains retraités, pouvez apporter pour davantage une lutte efficiente contre le mal? Et ça ne manquera pas. Rien n'est à sous-estimer. Il faut tout prendre en compte et puis maîtriser et prévenir. Prévenir, et puis là, ça permet, vous allez voir. C'est sur le chemin, c'est chemin faisant qu'on découvre. On trouve les failles, on trouve qu'il faut, il faut avancer. Ouais, on ne néglige rien donc n'est à sous-estimer. Donc je crois que ça se passe bien. Il faut encourager les nôtres, le commandement, les soldats, et tous les participants. On dit voilà, il y a du boulot, mais comment? Alors, on peut s'y mettre. On nous sollicite, chacun, aller chercher même quelques colonels à la retraite, capables d'affronter aussi. Ça, c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir pour dire qu'on est colonel. Non, 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 non. Vous assumez, allez chercher des gens qui ont fait des missions des Nations Unies. Allez les chercher. Qui ont pu affronter, et non ceux qui ont démissionné, qui sont revenus pour dire que c'est fini. C'est déjà fait la guerre. Non, c'est pas. Vous assumez jusqu'au bout. C'est ça. Mais il y en a. Là où ça crépite des balles, là où ceux-là qui ont écouté ça, qui ont subi, qui ont pu s'en sortir et revenir, et qui sont repartis plusieurs fois. Vous croyez que c'est des gens à négliger? Je crois que, bon, libre à vous, hein, mais je crois quand même qu'il faut aller les chercher. Une dizaine suffisent que les mettre sur le terrain, et nous allons voir. Nous allons voir. C'est notre armée. Mais c'est le contribuable béninois qui a payé ma formation. N'oubliez pas, j'étais au Canada. Ça, c'était pour le compte de l'OTAN. J'étais en France. J'étais en Ukraine, là où ils sont en guerre, là, en Russie. J'ai fait tous ces pays, on a vu, on connaît, mais là-bas, ils n'étaient pas en guerre. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est du concret, ils sont sur le terrain. Oui, ils sont sur le terrain. Et je vous apprends que l'armée est universelle. C'est la même armée, béninoise, ukrainienne, c'est la même armée. Sinon, on ne nous aurait pas envoyé là-bas pour enchérir, pour prendre des formations. Hein? Donc, il n'y a pas de complexe à cela. Nous, notre armée, l'armée béninoise, j'en suis très fier, on a contribué, et elle est une armée digne de son nom. Ah, mais nous, on est fiers de notre armée. Moi, je suis fier. Je suis très fier de notre armée. Maintenant, tout ne peut ne pas suivre. Et on a une armée qui, ça suit, c'est-à-dire qu'elle se développe et puis elle participe, c'est déjà, elle est intégrée à l'international. C'est pourquoi nous faisons des missions sur le plan international. Merci à vous, Louis Akani. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, j'ai une question avant de conclure. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que dans les jours à venir, on peut espérer attendre ou entendre Louis Akani rallier ou adhérer à tel ou tel autre parti politique de la mouvance? Puisque vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut des lois, par exemple, ce qui est salvateur, des lois au profit des troupes de l'armée pour davantage doper le moral, pour rassurer, donner l'assurance aux soldats morts au front pour rapport à leur famille. Est-ce qu'on peut vous espérer être dans un parti politique pour quand même si vous n'avez pas l'ambition d'aller au Parlement, ou si vous avez l'ambition au Parlement, pour que cela soit porté par un parti politique au Parlement? Non, tout simplement, je vous répondrai qu'il n'est jamais tard de bien faire. Donc, quand
vous aurez l'occasion encore de le constater. C'est tout. Toujours moins baba. Oui, mais c'est tout, c'est tout. Vous avez l'occasion de le constater. Et puis, voilà. Que notre pays se porte bien, que chacun trouve son compte. Justement, regardez dans la caméra et dites un mot à l'endroit de ceux qui ont bien voulu suivre cette émission, peut-être des colonels aussi à la retraite, des commandants à la retraite comme vous, Oui. des soldats en fonction qui vous ont connus, qui vous ont courtoyé durant votre temps de fonction, des sympathisants qui, après avoir suivi l'abandon de Merci bien, merci. quelques mois à leur endroit. Non, mais je dirais tout simplement à tout un chacun, commencer par les soldats, les hommes en uniforme, pour vous dire qu'il n'y a pas de découragement. Dès lors que vous avez opté pour une mission, pour opter pour quelque chose, c'est déjà une bravoure et que nous devions saluer. Quant aux civils, c'est pareil. Vous optez pour quelque chose, continuez, bagarrez-vous, puisque c'est votre bénin. Notre bénin d'aujourd'hui est votre bénin de demain. Vous devez continuer, c'est parce que demain, parmi vous, il y a des présidents, il y a des ministres, des présidents d'institutions, il y a tout dedans. C'est vous qui allez gérer la suite et gérer les autres. Donc, ne lâchez pas prise. Continuez et vous trouvez votre compte. Et nous serons très fiers de vous, parce que les parents n'ont pas dépensé pour rien. Nous devons saluer les parents et les encourager à leur demander de continuer à vous accompagner. Tel est le message que moi je peux vous donner. Merci à vous, Voilà, mon moi. colonel. Chers amis internautes, on retient de cet entretien que notre invité, lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir quelles sont ses impressions sur la gouvernance du président Patrice Talon, il a fait un peu d'histoire de 1960 à 2016, puis a fait savoir que Patrice Talon a un peu surpris. Il s'en sort très bien, selon lui. Il a fait de grandes avancées. Il faut saluer et encourager les dites avancées. Il a fait savoir que lui, colonel Louis Akani, il n'est pas opposant, il ne peut pas l'être d'ailleurs, il accompagne le président Patrice Talon et il a le devoir de l'accompagner. Il n'est jamais tard pour bien faire lorsqu'il a été interrogé à maintes reprises pour savoir est-ce qu'il compte adhérer à tel ou tel autre parti politique. Pour lui, il n'est jamais tard de bien faire. Il a fait savoir qu'il est toujours dans l'observation, dans l'analyse, afin d'avoir des résultats probants par rapport à ses ambitions politiques. Le système partisan est beaucoup mieux organisé que par le passé, a-t-il laissé entendre sur ce plateau. Il a argumenté dans ce sens. Il faut envoyer au Parlement des députés dignes et à la hauteur des espérances, a-t-il laissé entendre, interrogé sur ses espérances par rapport aux élections législatives de 2023. Pour lui, il ne faut pas envoyer des gens qui vont être des suivistes, mais qui vont écouter les autres et agir en fonction des autres. Il veut voir le Bénin davantage uni. Il nous a dit pourquoi il est en politique. Il a fait savoir, pour lui, aucun chef d'État n'est élu pour se retourner contre son peuple. On peut anticiper sur les crises politiques, a-t-il laissé entendre. Pour lui, les soldats morts au front, il faut une loi en leur faveur pour donner davantage d'assurance aux familles de ces victimes-là. Pour lui, il a martelé à maintes reprises qu'il faudrait au niveau du Parlement qu'il soit initié une loi pour que les soldats qui sont morts au front, leurs familles, leurs enfants, soient prises en compte au regard de leur sacrifice pour la patrie. Il a fait savoir au cours de ses propos que le général Fructueux Gbaguili fait un travail exceptionnel qu'il a salué à maintes reprises. Il a également lancé des mots à l'endroit du général Soumaïla Yaya, qui est le directeur général de la police républicaine, qui pour lui également fait un travail formidable. Selon le colonel à la retraite Louis Akani, l'armée béninoise est efficace. Il est fier de l'armée béninoise, a-t-il laissé entendre à maintes reprises. Rien n'est à sous-estimer pour prévenir, a-t-il laissé entendre, si on peut résumer un peu ses propos. J'espère que j'ai été fidèle. Tout à fait, vous êtes très fidèle. Vous avez ressorti tout ce que je disais. Voilà. Oui. Il faut noter, chers amis internautes, que le colonel à la retraite, Louis Akani, c'est un militaire, et donc les militaires, ils parlent très peu, ils ont du mal à parler, et donc on peut comprendre un peu la particularité de notre invité de ce dimanche. Tout à fait. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes colonel des forces armées béninoises à la retraite. Durant votre carrière de militaire, vous avez été directeur des renseignements militaires pendant plus de 10 années. Vous avez été observateur des Nations Unies. Vous avez connu les théâtres de la RDC, la République démocratique du Congo, celle du Tchad, de la Centrafrique, du Libéria, de la Sierra Leone. Vous avez été officier
de liaison et chargé de mission du représentant durant ces différents théâtres-là qui ont duré plus de 10 ans. Vous avez été conseiller du commandant des forces des Nations Unies. Vous êtes sorti des différentes missions des Nations Unies avec 12 médailles des Nations Unies. Vous êtes acteur politique, candidat à l'élection présidentielle de 2016. Merci d'être passé sur ESAE TV. Merci d'être passé sur Mais c'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on vous retrouvera incessamment encore. Tout à fait. Je ferai l'effort de revenir. Merci, merci. Merci à vous. C'est moi, oui. Pour l'attention. Bon dimanche à tout un chacun et à demain lundi par la grâce et la volonté divine pour Free Matin.